Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder un jeu que vous avez choisi. Donc on a fait un petit vote là, sur notre page Facebook entre 4 jeux. Je vous avais donné le choix. Et vous avez été nombreux à voter et vous avez choisi en majorité le jeu Settlers, Naissance d'un Empire, qu'on appelle aussi Imperial Settlers de sa version anglaise. C'est un jeu qui a été publié originalement par Portal Games et qui a été adapté en version française par Edge. Le concepteur du jeu est le très ingénieux Ignacy Tredjoujic. Je suis désolé si j'ai massacré son nom. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs. On a donc un mode solo à l'intérieur et une partie dure entre 45 à 90 minutes. Le but du jeu va être d'avoir le plus de points de victoire après les 5 rondes du jeu pour remporter une partie. Et côté mécanique de jeu, c'est principalement un jeu, j'appellerais ça un jeu de construction d'un engin économique. On va avoir avec des cartes, on va construire notre empire et on va essayer de générer le plus de ressources et de transformer ces ressources-là en points le plus vite possible, le plus efficacement possible durant la partie pour marquer le plus de points. On va avoir aussi des mécaniques de gestion d'une main de carte. On va avoir aussi, ce qui est vraiment le fun dans le jeu-là, c'est le petit côté asymétrique des peuples. Donc on a 4 peuples différents qu'on peut jouer. On peut jouer les Romains, les Égyptiens, les barbares ou les Japonais. Et chaque faction va avoir un pouvoir qui est différent, va travailler avec une ressource différente. Et aussi, il va avoir un paquet de cartes qui est vraiment propre à sa faction. Donc ça va faire que les parties vont être vraiment différentes quand on va jouer une autre faction. Alors, Settlers, Naissance d'un Empire, je vous montre comment ça joue et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense. On va y aller pour un placement à 2 joueurs. On a les 4 factions qui sont disponibles ici avec leurs différents plateaux. Donc on a les barbares, les romains, les égyptiens et les japonais. Et on a le paquet de 4 factions qui est associé à chacune de ces 4 factions. Donc les joueurs vont choisir un peuple pour la partie. On suggère pour une première partie de prendre les barbares et les romains, là, si vous jouez à 2 joueurs, qui sont les peuples qui sont un peu plus simples. Les Égyptiens ont une petite règle de plus, puis les Japonais ont un petit peu plus de complexité, donc on les recommande pas pour une première partie. Donc on peut les retirer. On va choisir les Romains et les barbares. On va prendre chacun leur carte de faction qu'on va mélanger et on va placer à côté pour les 2 joueurs disponibles les cartes communes. Alors durant la partie, les joueurs vont pouvoir prendre des cartes communes ou des cartes dans leur paquet de faction. On va ensuite préparer la piste de score qui va nous servir à compter les points durant la partie. On a une partie des points qui se fait en cours de partie et une autre qui va être achetée dans le décompte final selon les bâtiments qu'on va construire dans notre empire. Alors chacun des joueurs va recevoir un petit jeton aux couleurs de sa faction. Donc on a ici un petit romain et un petit barbare qu'on va aller placer sur la case 0 au départ. Et on va avoir le petit jeton avec une vache dessus pour la piste des rondes. Alors une partie de Settlers va durer 5 rondes de jeu. On va ensuite placer accessible aux 2 joueurs les différentes ressources qu'on va utiliser durant la partie. On a les 3 marchandises principales qui sont le bois, la nourriture et la pierre. On a ensuite l'or, donc l'or qui peut être utilisé pendant la partie pour substituer n'importe quelle de ces 3 ressources-là. On a ensuite les ouvriers, les jetons de razzia, qu'on peut servir pour faire des razzias ou attaquer des bâtiments ennemis. Et on va avoir les jetons de défense. Les jetons de défense, on va seulement en utiliser 1 par joueur, alors on peut seulement s'en garder 2 et retirer les autres. Les autres sont utilisés dans une partie en mode solo. Les joueurs vont placer leur plateau de jeu sur la table de façon à laisser un espace libre à droite et à gauche pour placer les différentes cartes que nous allons construire durant la partie. Donc à droite, ça va être les cartes communes, donc ceux qui ont dans la pile commune aux 2 joueurs qu'on va construire à la droite. Et à gauche seront les bâtiments de faction qu'on va pouvoir construire dans notre empire. On va ensuite déterminer un premier joueur au hasard qui va recevoir le jeton premier joueur. Et on va ensuite faire notre main de départ en piochant 2 cartes de faction et 2 cartes communes pour faire notre main de départ. On est donc prêt à commencer la partie. On y va avec la première ronde de jeu. Chacune des rondes va être divisée en 4 phases. La première phase est la phase d'observation. C'est là que les joueurs vont gagner des nouvelles cartes. Ils vont gagner un total de 3 cartes durant chacune des phases d'observation. Pour commencer, chacun des joueurs va piocher la première carte de son paquet de factions et va l'ajouter à sa main de carte. Par la suite, on va piocher 3 cartes du paquet de cartes communes qu'on va placer sur la table pour que les joueurs puissent les observer.
On va ensuite procéder à un petit recrutement de cartes. Donc le premier joueur va choisir une des 3 cartes disponibles qu'il va prendre et ajouter à sa main de carte. Par la suite, le deuxième joueur va faire la même chose, va choisir une carte qu'il va ajouter à sa main. Et la carte qui est choisie par aucun des joueurs va être simplement défaussée. Par la suite, on va refaire un autre recrutement. On va replacer 3 nouvelles cartes sur la table disponibles aux 2 joueurs. Cette fois-ci, on va commencer avec le dernier joueur. Donc, on va y aller en sens inverse. Donc, le dernier joueur va choisir une carte qu'il va ajouter à sa main. Le premier joueur va faire la même chose, va ajouter une carte à sa main. Et ensuite, la carte choisi par personne va être simplement défaussé, ce qui veut dire qu'au début de la partie, on va avoir un total de 7 cartes en main pour débuter. Deuxième phase, on passe à la phase de production. Alors on va regarder dans notre zone de production sur notre plateau et on va prendre les ressources qui sont indiquées sur le plateau. Au début de la partie, on a seulement les ressources qui sont indiquées là, mais au cours de la partie, on va construire des cartes à gauche et à droite, et on va aussi avoir des cartes dans la zone affaires qui vont nous donner davantage de ressources dans notre phase de production. Alors pour commencer la partie, le joueur romain aurait 2 ouvriers, ensuite un jeton razzia, un jeton de défense, un jeton de bois et un jeton de pierre. Si jamais il avait eu des cartes dans sa zone de production, comme par exemple ici, on aurait produit un ouvrier et une pièce d'or supplémentaire dans la phase de production. Et si jamais on a des cartes affaires qui vont se ramasser en cours de partie, on va aussi gagner dans la phase de production les ressources qui sont indiquées sur ces cartes-là, donc une pierre supplémentaire dans ce cas-ci. La deuxième zone du plateau, la zone centrale et la zone spéciale, on remarque qu'on ne peut pas conserver de ressources entre les différentes rondes de jeu, sauf pour une seule ressource. Dans le cas des Romains, ils peuvent garder les jetons de razzia, donc les petites CP, puis ils peuvent les garder d'une ronde à une autre, mais toutes les autres ressources vont être défaussées à la fin du tour. Alors, il faut construire un engin économique efficace pour pouvoir perdre le moins de ressources possible à chacun de nos tours. Et aussi le nombre de cartes en main qui est limité pour tous les joueurs. Par la suite, on va commencer la phase d'action, celle qui va prendre le plus de temps. C'est là que les joueurs vont jouer à tour de rôle. Donc le Romain va commencer, va jouer une action, ensuite le Barbare va jouer une action, le Romain va jouer une action, le Barbare va jouer une action, etc. jusqu'à ce que les 2 joueurs aient passé leur tour pour mettre fin à la phase d'action. Alors, on peut faire différentes actions dans cette phase-ci. On va commencer par l'action, évidemment, de construire un lieu. Donc, on veut aller construire des lieux dans notre empire pour se donner plus de production ou des pouvoirs spéciaux ou de se donner des actions supplémentaires qu'on va pouvoir prendre dans la phase d'action. Alors, on va aller regarder les cartes qu'on a en main. Premièrement, donc on va remarquer que sur les cartes, le coût est en haut à gauche. Donc, on a certains lieux qui sont gratuits à bâtir dans notre empire. Tous les lieux communs, donc les lieux communs, eux vont avoir un coût en ressources qui va être indiqué en haut à droite, à gauche, qu'on doit payer pour les construire dans notre empire. Donc ici encore un bois et une pierre, 3 bois pour construire ce lieu-ci, et ici 2 pierres et un bois. Lorsqu'on va arriver dans les cartes de faction, on remarque qu'il y a une icône de maison comme coût de construction. Alors pour construire un lieu de faction, on doit sacrifier un des lieux de notre empire pour pouvoir le construire. Donc on sacrifie un lieu et on doit payer aussi une ressource de pierre pour pouvoir construire le constructeur qui va nous donner une bonne production. Donc c'est comme ça pour la majorité des lieux de faction. Alors, on va commencer en construisant évidemment le lieu qui est gratuit. Donc, comme première action, on pourrait construire les ruines. Donc, les ruines, c'est un lieu qui est dans la catégorie spéciale. Alors, on va le placer dans la zone spéciale, la zone du centre de notre plateau. Et comme c'est un bâtiment qui est commun, donc on a le vert, le background vert qui nous indique que c'est un lieu commun. Sinon, on peut toujours regarder l'autre côté de la carte pour être certain. Et on va avoir un bonus de production de un ouvrier qu'on va prendre dès qu'on va construire ce bâtiment dans notre empire. Alors on va aller le placer dans la zone spéciale qui est la zone du centre et on va construire une ruine et un bonus de production d'un ouvrier. Alors on va tout simplement gagner un ouvrier. Ce serait donc ensuite au barbare de jouer
une action et ensuite ça revient à nous. On décide de construire un autre bâtiment, cette fois-ci un bâtiment de faction. Donc le bâtiment de faction, comme on dit tantôt, on doit sacrifier un lieu de notre empire pour le faire, plus une ressource de pierre. J'ai pas spécifié tantôt, mais il y a des petites étoiles, donc 2 étoiles qui sont les bâtiments de faction et 1 étoile les bâtiments communs. Ce sont des points de victoire en fin de partie pour chacun des bâtiments qui va être dans notre empire. Donc celui-ci est un lieu de production, donc on va le mettre dans la rangée supérieure de notre plateau. Comme c'est un lieu de faction, on va le mettre du côté gauche, on peut remarquer le background est gris, qui est la même chose que sur notre plateau. Alors on va payer le coût, donc on va simplement payer une ressource de pierre et on va devoir sacrifier un bâtiment. Donc c'est à ça que la ruine sert. Dans le fond, elle ne coûte rien à construire, elle m'a donné un ouvrier, puis ça me permet de l'utiliser, de la défausser pour pouvoir construire un lieu de faction. Donc j'ai construit le constructeur. Le constructeur est un lieu de production. Dès qu'on va construire un lieu de production, on va gagner immédiatement la valeur des ressources qu'il produit. Donc, même si la phase de production de ce tour-là est terminée, donc ce lieu-là va nous donner une ressource de bois et une ressource de pierre qu'on va ajouter à sa réserve. Comme le jeu dure seulement 5 rounds, donc c'est pour ça qu'on gagne immédiatement le bonus de ressources que le bâtiment va nous donner en production. Deuxième action possible que je peux faire pendant la phase d'action, elle est inscrite sur tous les plateaux des factions, donc c'est la même pour tout le monde. On peut dépenser des ouvriers. Donc si on dépense 2 ouvriers, on peut gagner une ressource de bois, une ressource de pierre ou une ressource de nourriture, ou bien piocher une carte. Si on pioche une carte, on choisit dans lequel des paquets on va la piocher, soit dans les cartes communes, soit dans nos cartes de faction. Alors comme action, je pourrais dépenser mes 2 ouvriers qui sont ici et gagner par exemple un jeton de nourriture. Cette action-là, comme indiqué sur le plateau, peut être utilisée plusieurs fois dans une ronde de jeu et on peut même l'utiliser plusieurs fois d'un seul coup. Alors en une action, j'aurais pu dépenser par exemple 4 ouvriers pour avoir une nourriture et avoir une pierre aussi, ou avoir une nourriture et piocher une carte dans un des paquets. Donc on peut le faire soit plusieurs ouvriers d'un seul coup ou y aller seulement un coup de 2 ouvriers et revenir faire cette action-là plusieurs fois. Troisième action possible qu'on peut faire dans la phase d'action, c'est aller faire des affaires. Pour faire des affaires, il nous faut 2 choses. Il nous faut dépenser un jeton de nourriture. On pourra le faire ici avec la nourriture qu'on est allé chercher. Et on doit sacrifier une carte de faction. Donc si on regarde les cartes faction qui nous restent en main, pour faire affaire, ce qui nous intéresse, c'est seulement l'icône dans le bas de la carte. Donc ici, c'est une icône de pierre. Et si je regarde ma carte suivante, j'ai une icône de pièces d'or. Donc je pourrais dire, je veux faire affaire avec cette carte-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dépenser notre ressource de nourriture et on va aller placer la carte à l'envers dans la zone affaires pour montrer seulement l'icône de pièces d'or. Donc ça va augmenter notre production à chacun des tours et comme tous les lieux de production, dès qu'on va ajouter une carte dans notre zone d'affaires, on va gagner immédiatement la ressource indiquée sur la carte. Donc ici on gagnerait une pièce d'or immédiatement. Quatrième action qu'on peut faire, c'est de faire des razzias. Pour faire des razzias, on doit dépenser les petits jetons d'épée. On peut soit faire une razzia sur une carte qui est dans notre main, ou aller faire une razzia sur une carte qui est dans l'empire d'un autre joueur. On peut seulement faire des razzias sur les cartes communes, sauf évidemment pour les Japonais, là, c'est une de leurs particularités de peuple qu'on peut faire des razzias, même sur leur lieu de faction. Alors, on va regarder les cartes qui sont dans notre main, voir comment que ça fonctionne, les razzias. Donc, les cartes communes, donc, on va avoir en haut à droite des petits icônes. Il va être écrit gain de razzia avec certaines ressources. Donc, si je fais une razzia sur cette carte-là, ça veut dire que je vais dépenser mon épée, je vais défausser ma carte et je vais gagner automatiquement ces ressources-là. Donc, je pourrais faire une razzia pour gagner une pièce d'or et une pierre, faire une razzia pour gagner un bois et une pierre. Et ici, je pourrais faire une razzia pour piocher 2 cartes qui sont encore à mon choix dans les 2 paquets. Je pourrais prendre une carte dans chacun des paquets ou prendre 2 cartes dans les paquets, les cartes communes ou les cartes de faction. Alors, je vais décider de faire une razzia sur la carte qui est ici pour gagner 2 ressources de pierre. Alors, on va tout simplement aller défausser notre jeton razzia, on va dépenser notre épée et on va défausser la carte de notre main et on va tout simplement gagner 2 jetons de
pierre. Si jamais on fait une razzia sur un bâtiment qui est dans l'empire d'un autre joueur, donc si par exemple j'ai ce bâtiment-ci, ici, et que l'autre joueur fait une razzia sur mon bâtiment, donc ça, au lieu de coûter une seule épée, ça coûte 2 épées pour aller faire une razzia sur un bâtiment, un lieu d'un empire d'un autre joueur. Et à ce moment-là, le joueur gagnerait ce qui est écrit dans les gains de razzia. Donc le joueur gagnerait une pièce d'or et une ressource de pierre. Et à ce moment-là, mon lieu va être retourné de côté. Donc il vient de perdre sa capacité. Donc sa capacité spéciale est perdue. Mais si on remarque, on a une petite icône de maison. On peut quand même utiliser ce lieu-là qui a été massacré par les ennemis pour pouvoir s'en servir comme fondation pour fabriquer un lieu de faction. Alors cette carte-là va quand même avoir une utilité, ce qui fait que le jeu, oui, on peut attaquer les autres joueurs, il y a un petit peu d'interaction à ce niveau-là, mais ça ne vous amputera pas énormément. Ben oui, c'est sûr que ça peut vous amputer de vous enlever le pouvoir d'un bâtiment, mais ce bâtiment-là reste quand même utilisable pour des fondations, ce qui est quand même bien. Pendant son tour de jeu, sans dépenser aucune action, un joueur peut prendre son jeton de défense et le placer sur un lieu. Ce lieu-là va être protégé, ça veut dire que ça va prendre une épée supplémentaire pour pouvoir faire une razzia. Donc si mon adversaire veut venir faire une razzia sur ce lieu, ça lui coûte déjà 2 épées et ça va y en coûter une 3e parce que j'ai placé mon jeton de défense. C'est pour ça que chacun des joueurs va seulement avoir un seul jeton de défense, donc on le place sur un lieu pendant notre tour de jeu et on va le regagner au tour suivant où on va pouvoir le replacer ailleurs. On va dire que mon dernier tour, j'ai bâti le fournisseur en dépensant 2 ressources de pierre et une ressource de bois. Et ce bâtiment-là est un bâtiment spécial, donc on le met dans la zone centrale de notre plateau, du côté des bâtiments communs. Ensuite, ce pouvoir-là va rester là tant que ce bâtiment-là est dans mon empire. Évidemment, il peut recevoir une razzia d'un adversaire. Chaque fois que je vais construire un bâtiment gris, donc les couleurs des bâtiments sont inscrites sur le côté en bas à gauche, ça va me donner une pièce d'or et un point de victoire. Alors, si le tour suivant, je construis par exemple le maçon. Le maçon, lui, est un bâtiment d'action. Donc, on le met dans la zone du bas de notre plateau. Et c'est une carte commune. Donc, on le met du côté droit. On va dépenser les ressources pour notre maçon. Donc, on va dépenser une ressource de bois, une ressource de pierre. Et on va le construire. Comme j'ai construit un bâtiment gris, donc je vais pouvoir faire le pouvoir de mon fournisseur. Donc, je vais recevoir une pièce d'or et un point de victoire. Donc, on va avancer le jeton des Romains là, sur la piste de score. Dernière chose que je peux faire dans ma phase d'action, c'est utiliser les actions des bâtiments d'action que je vais avoir construits dans mon empire. Donc, si j'ai le maçon, donc je peux dépenser un ouvrier et une pierre pour gagner 2 points de victoire. Alors, je peux faire ça une fois par tour. Si on peut le faire plusieurs fois par tour, il va être indiqué sur les cartes. Donc, je vais prendre les ressources qui sont nécessaires. Donc ici, je vais prendre un ouvrier et une pièce d'or. Donc, la pièce d'or va remplacer la pierre. Donc, la pièce d'or peut remplacer soit la pierre, la nourriture ou le bois. Et on va les placer sur la carte pour dire qu'on l'a déjà utilisé pendant cette ronde de jeu. On va ensuite marquer immédiatement nos 2 points de victoire sur la piste de score. Plus la ronde de jeu va avancer, plus les joueurs vont jouer des cartes, que ce soit pour bâtir des lieux dans leur empire, pour faire affaire ou pour faire des razzias. Et évidemment, ils n'auront plus beaucoup de ressources vers la fin de la ronde. Lorsque le joueur ne peut plus rien faire, par exemple ici il reste une ressource, donc le joueur n'a pas vraiment d'option. Il pourrait faire affaire avec sa dernière carte ici, mais lorsqu'il ne peut plus rien faire, il va décider de passer. Donc lorsqu'il a passé dans la phase d'action, il ne peut plus agir dans la phase d'action de cette ronde-là. Et l'autre joueur, lui, va pouvoir jouer. Donc si jamais l'autre joueur n'a pas terminé, il peut jouer 1, 2 ou 3 tours de suite. Lorsque les 2 joueurs vont avoir passé, donc ça va mettre fin à la phase d'action. Lorsque le joueur a passé, on a un petit avantage, c'est qu'on ne peut plus être la cible d'attaque. Donc les joueurs ne peuvent plus faire de razzia sur nous lorsqu'on a passé dans la phase d'action pour cette ronde-là. Après la phase d'action, on arrive dans la phase d'entretien. Donc premièrement, on va regarder le stockage de nos ressources.
Les Romains peuvent seulement conserver des ressources de razzia, donc les petites épées. Ça veut dire que ma pièce d'or que je n'ai pas utilisée va être défaussée. On va la perdre malheureusement. Par la suite, les ressources qui sont placées sur les bâtiments d'action, pour nous rappeler qu'on les avait utilisées pendant la dernière ronde, on va tout simplement les retirer. Donc de ce lieu-là va être disponible là, à la deuxième ronde. On va pouvoir le réutiliser. Et c'est une bonne façon de faire des points durant la partie. Donc justement, les différents lieux qui peuvent transformer des ressources en points de victoire directement. On peut faire une bonne partie de nos points pendant une partie avec ces lieux-là. Donc, ils sont très importants d'en faire le plus tôt possible dans la partie pour pouvoir maximiser leur utilisation. Par la suite, on va enlever aussi le jeton de défense qu'on va récupérer dans notre phase de production parce qu'il est toujours sur notre plateau. Donc, chaque joueur a seulement un jeton de défense sur son plateau dans sa phase de production. On va prendre notre jeton de premier joueur qu'on va donner au joueur suivant. Ici, on est 2 joueurs, donc on le donne à l'autre joueur. Il va être le premier tour pour l'autre joueur, pour le recrutement de cartes qu'on va faire et aussi pour commencer la phase d'action. Les cartes en main, on les conserve, donc comme indiqué dans notre zone de stockage ici. Donc on peut stocker le nombre de cartes qu'on veut et on va en ajouter 3 autres au début de la deuxième ronde dans la phase d'observation. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est avancer le marqueur de ronde et on commencerait la deuxième ronde. Ensuite, la deuxième ronde commencerait, les joueurs vont continuer, vont marquer des points aussi pendant les différentes rondes. On va passer à la troisième, la quatrième et la cinquième ronde. Les joueurs vont marquer un certain nombre de points pendant la partie et à la fin de la cinquième ronde, on va passer au décompte final. Pour le décompte final, au dernier tour de jeu, on va sauter la phase d'entretien. Ça veut dire que nos ressources qui nous restent à la fin de la partie, on les conserve et c'est ce qui va servir à départager une égalité si jamais 2 joueurs ont le même pointage. Alors on va regarder le nombre de points qu'on a fait sur la piste de score et on va additionner tout ça, le nombre de bâtiments qu'on a construits dans notre empire. Donc tous les lieux de faction, on a 2 petites étoiles, donc vont marquer 2 points pour chacune des cartes qui est construite ici. Donc j'aurai 10 points avec ces 5 cartes-là. Et l'autre côté, les cartes communes, donc ont seulement une étoile, on va avoir 1 point pour chacune des cartes, donc on va additionner aussi à notre score final. On peut avoir certains bâtiments qui ont des effets de points de victoire en fin de partie, alors on va aussi additionner ces points-là à notre score, et ce qui va faire notre score final. Si jamais on a une égalité, on va regarder les ressources qui nous restent, donc le joueur qui va avoir le plus de ressources à la fin de la partie va l'emporter. Si jamais c'est encore égal, on va regarder le nombre de cartes restantes dans nos mains pour départager l'égalité. Si jamais ça persiste, les joueurs vont simplement partager la victoire à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Settlers, naissance d'un empire. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Settlers, naissance d'un empire? Si je regarde les composantes, principalement, c'est un jeu de cartes. Donc les cartes sont de très bonne qualité aussi. Super le fun au niveau du design, le fait d'avoir des cartes de faction qui sont différentes pour les 4 peuples. Donc chacun vraiment leur petite stratégie différente. Il y en a qui sont meilleurs sur l'attaque, d'autres qui vont être meilleurs pour faire affaire, pour interagir avec les autres joueurs, ainsi de suite. Donc chacun va avoir des petites particularités aussi pour les différents lieux d'action là, pour marquer des points de différentes façons. Donc ça, c'est vraiment le fun d'avoir pensé à ça. Le petit plateau en carton que les joueurs utilisent, qui est recto verso. Donc on a un avatar qui est un gars et un avatar une fille de l'autre côté, qu'on peut utiliser d'un côté ou l'autre. C'est purement esthétique. Vraiment bien fait, les 3 sections, production spéciale, action, donc c'est simple. Nos cartes vont à gauche, vont à droite selon si c'est une carte commune, une carte de faction. On se repère rapidement dans notre plateau aussi. Tout est bien organisé de cette façon-là, donc vraiment simple, vraiment efficace. L'utilisation de ce petit plateau-là qui a l'air niaiseux au début de la partie parce qu'il est en plein milieu puis il n'y a rien autour. Et quand on commence à organiser nos cartes autour, donc notre empire, tout fait du sens, vraiment bien fait. La piste de score qui est bien aussi d'avoir une partie des points qui se fait pendant la partie. On peut un petit peu voir si on traîne de la patte ou pas selon nos adversaires. Les petits jetons qu'on utilise pour marquer nos positions sur la piste de score sont vraiment cheap, donc vraiment minces. Ça aurait pu être de meilleure qualité pour ces petits jetons-là. Les jetons de ressources, les ouvriers, les jetons de ressources, le bois, la pierre, la nourriture, donc c'est vraiment de bonne qualité. Un peu petit par contre là, pour les 3 ressources principales, le bois, la pierre, la nourriture, donc c'est vraiment minuscule. Mais bon, c'est un petit détail. Pour le reste de la production, c'est vraiment bien. On a des jetons en carton là, pour les épées, les pièces d'or aussi, qui sont très bien.
Donc, en somme, c'est un bon jeu. Je pense qu'on fait des bons choix aussi de faire des composantes qui sont peut-être un peu plus petites, mais le jeu a quand même un coût qui a bien de l'allure pour tout ce qu'on a dans la boîte de matériel. Donc, le jeu est peut-être une cinquantaine de dollars, donc ce qui est vraiment bien. Des fois, on paye un jeu de cartes seulement avec des cartes, ce prix-là. Donc, lui, on a les cartes, on a les cartons de faction, la piste, on a les ressources en bois. Donc, vraiment beaucoup de matériel là, pour le prix qu'on va le payer. Côté artistique, donc les dessins des cartes, donc tout est très beau aussi. Ça me rappelle un univers comme, je sais pas, un jeu vidéo comme Civilisation. Donc vraiment beau, vraiment attrayant aussi. Ce que j'adore aussi dans ce jeu-là, c'est le livre d'instruction. Donc c'est rare qu'on va dire ça. Le livre d'instruction est très bien écrit. Tout est très bien classé avec des exemples, tout ça, très bien aéré, donc très facile à s'approprier les règles de ce jeu-là. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les jeux de M. Ignacy. Des fois, donc sa première version de Robinson Crusoe. Donc les règles étaient plutôt chaotiques, mais pour ce jeu-là, donc très bien organisé, très bien fait. Chapeau pour le livret de règles. Par la suite, la complexité du jeu, vous allez voir, c'est un jeu qui est quand même simple à apprendre. Les cartes sont pas très complexes, ont peu de texte, donc ça marche beaucoup avec les symboles. La force du jeu, c'est les cartes qui ont des multifonctions. Donc je peux utiliser la carte pour le lieu que je construis, je peux utiliser une carte en faisant une razzia pour la défausser puis gagner des ressources immédiatement. Je peux placer la carte dans la zone d'affaires pour qu'elle me donne des ressources puis qu'elle me génère plus de ressources à chacun des tours dans ma phase de production. Donc beaucoup de choses à penser quand on a différentes cartes. C'est sûr qu'on peut pas tout faire. C'est un jeu de construction d'engins. Donc au début, au premier tour, on construira pas 8 lieux dans le premier tour. Donc on a très peu de ressources. On va essayer d'augmenter un petit peu sa production justement au premier tour pour pouvoir avoir davantage de ressources puis essayer de faire davantage de cartes à la deuxième ronde, troisième ronde, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu faut faire des points pour gagner. Et la majeure partie des points, on les fait avec les bâtiments d'action. Donc on convertit nos actions en points de victoire. Et si on atteint au quatrième ronde pour commencer à faire des points, on va sûrement être en retard sur les autres joueurs. Donc il faut essayer de penser vraiment à court et aussi long terme sur ce qu'on veut faire dans la partie, comment on veut essayer de marquer nos points. La difficulté pour apprendre ce jeu-là, c'est que quand on commence, on ne connaît pas trop les cartes, donc on ne sait pas, qu'est-ce qui va être mieux à faire, je suis mieux de me débarrasser de cette carte-là puis d'avoir des ressources suffisants, je suis mieux de construire cette carte-là, qu'est-ce qui est mieux de garder ou pas, quand on fait le petit recrutement de cartes au début de la ronde, qu'est-ce que je choisis, je connais pas trop les cartes, quelles ressources j'aurai besoin. Donc ça, c'est sûr qu'après une partie, on sait un petit peu plus comment s'aligner là, sur les différentes cartes, les différentes stratégies. Donc simple à apprendre, mais complexe à jouer. Un jeu qui a beaucoup de stratégies dans le choix des cartes qu'on va prendre au début, dans le choix des cartes qu'on va construire, les cartes qu'on va sacrifier, etc. Les cartes qu'on peut aller attaquer aussi notre adversaire. Ça vaut-il la peine que ça me coûte plus de ressources pour aller l'attaquer, pour y enlever tel lieu qui est vraiment bon, qui peut lui donner beaucoup de points. Donc on a tout ça à gérer aussi. On a entendu beaucoup de critiques sur ce jeu-là sur Internet, notamment sur le balancement des différents peuples. Donc les 4 peuples sont vraiment très différents les uns des autres, ont chacun leur petit paquet de cartes de faction. Et il y a beaucoup de gens qui disaient que certains peuples étaient plus forts que d'autres, et ainsi de suite. Moi, je ne l'ai pas remarqué. Donc dans les parties que j'ai jouées, j'ai quand même joué beaucoup de parties. Et dans les parties que j'ai jouées, c'était pas mal tout le temps serré. J'ai pas mal tout le temps joué à 2 joueurs. C'est sûr que si on joue à 3 ou à 4, des fois il peut y avoir un petit sentiment du monde qui s'acharne sur d'autres joueurs, donc qui se fait tout le temps attaquer par les autres joueurs, ça peut peut-être le désavantager, puis de devenir fatigant là, dans un jeu de gestion de ressources, de Caroline, mes affaires sont toutes prêtes, puis là je viens me faire attaquer, ça vient un peu de bousiller ma stratégie. C'est sûr qu'à 2 joueurs, on peut regarder un peu plus que l'autre fait, on n'a pas à regarder 3 autres joueurs, là, qu'est-ce qu'ils font, puis c'est peut-être moins dur à gérer à ce moment-là. Mais moi, j'ai pas eu de problème de débalancement. C'est un jeu de cartes, fait que ça reste que il y a du hasard aussi. Donc les cartes qu'on commence au début de la partie vont influencer beaucoup comment on va commencer la partie, qu'est-ce qu'on va avoir. C'est un jeu de ressources, fait que si j'ai pas building de production au premier tour, c'est sûr que ça va devenir difficile à rattraper à ce moment-là. Donc, peut-être faire une espèce de règle maison que si on n'a pas au moins un building de production dans nos 7 cartes de départ, on peut défausser notre main, recommencer, piocher une autre main ou quelque chose comme ça pour que tout le monde parte au moins avec certains lieux de production pour pouvoir partir sa petite machine
économique. Donc ça, c'est ce que je conseille de faire si jamais il y a un petit problème au début d'une partie. Pour la rejouabilité, ce qui fait la beauté, c'est vraiment les peuples. Donc, quand on va jouer les Égyptiens, quand on va jouer les Romains, les Barbares ou les Japonais, on n'a pas vraiment les mêmes cartes, ils n'ont pas vraiment la même stratégie. Donc, ça va me permettre d'aller explorer des nouvelles stratégies dans le jeu puis de m'adapter aux cartes que je reçois. Donc, on ne peut pas dire au début de la partie, moi, je vais faire une stratégie de telle façon, mais si j'ai pas les cartes pour le faire, j'ai pas le choix de m'adapter en conséquence de ce que j'ai dans ma main et ce que je vais pouvoir faire. Donc ça, c'est vraiment très bien pour la rejouabilité. Ils ont déjà sorti des extensions. Donc on a déjà le peuple des Atlantides, les Atlantes qui est disponible en français aussi. Et on a le peuple des Aztèques qui vient de sortir en anglais, là, qui n'est pas encore disponible en français, je crois, qui va probablement l'être dans la prochaine année. Donc il rajoute vraiment un 5e et un 6e peuple qu'on peut aussi jouer avec leur paquet de cartes et qui amène de nouvelles mécaniques et qui vont aussi ajouter des cartes dans les 4 peuples existants de la boîte de base. Donc vous allez avoir des nouvelles cartes à ajouter dans ces peuples-là avec des nouvelles mécaniques. Alors, si vous êtes tanné un petit peu du jeu de base, achetez l'extension avec le nouveau peuple. Donc, ça va vraiment ajouter une belle profondeur à un jeu qui en a déjà quand même beaucoup. Pour mon appréciation de Settlers, Naissance d'un Empire, je lui ai donné une belle note de A. Donc, un excellent jeu. Un jeu que j'adore. Un beau jeu de gestion de ressources. Vraiment le fun, vraiment stratégique. Un jeu qui se joue rapidement. Donc, à 2 joueurs, je trouve que c'est son idéal. 2 joueurs, ça prend peut-être 45 minutes de jouer une partie. C'est très rapide, très le fun. Donc, je vous conseille d'aller essayer ça le plus vite possible. Donc, c'est vraiment un excellent jeu. Settlers, Naissance d'un Empire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici dans le coin. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine et continuez de gagner.